Salut les petits bourdons! Aujourd'hui, intéressons-nous à une société animale des plus organisées et des plus utiles pour notre écosystème, les abeilles. Ces petits insectes se sont organisés en une société hiérarchisée où chaque individu détient un rôle clé pour la survie de l'espèce. Intéressons-nous dans un premier temps à l'organisation de cette société. Au sommet de la hiérarchie, on trouve la reine, dont le seul et unique rôle sera de procréer pour assurer la pérennité de la colonie. Le reste de la colonie est constitué d'ouvrières. Une semaine seulement après sa naissance, la reine va effectuer un vol nuptial pour s'accoupler avec les mâles, les faux bourdons, dont elle stockera la semence dans une glande, la spermathèque. Lors de la ponte des œufs, elle pourra choisir de libérer un spermatozoïde pour donner naissance à une larve mâle, sinon, elle donnera naissance à une larve femelle. C'est le régime alimentaire de ces larves femelles qui déterminera si elles deviendront reines ou si elles seront simples ouvrières. Toutes les larves étant nourries avec de la gelée royale, les larves reines bénéficient d'un régime plus long de 3 jours en gelée royale. Une ouvrière aura un cycle de vie prédéfini et occupera diverses fonctions en fonction de son âge. Au début, elles assument le rôle de nourrice. Elles sont chargées de nettoyer les alvéoles et de nourrir les jeunes larves. Puis, l'abeille devient bâtisseuse. Elle sécrète de la cire qui lui permettra de construire les alvéoles hexagonales que nous connaissons bien. Ensuite, elle deviendra magasinière. Elle récupérera le pollen récolté par les butineuses pour le stocker dans les alvéoles et l'utiliseront pour produire du miel. Enfin, elle deviendra butineuse. Elle effectuera des allers-retours entre la ruche et les fleurs pour récolter du pollen. C'est pendant ces vols que leur rôle pour l'écosystème est des plus importants, puisqu'elles vont être les vecteurs de la pollinisation. La pollinisation, c'est le processus de reproduction des plantes à fleurs, et notamment des plantes fruitières. Les plantes, pour se reproduire, ont besoin de la rencontre entre une cellule mâle, le pollen, qui se situe au sommet du pistil, et un ovule, qui se situe à la base d'une étamine. Lorsqu'elle butine une fleur, les grains de pollen se fixent sur les poils de l'abeille, et c'est en les transportant de fleur en fleur qu'elle va déposer un grain de pollen sur les étamines et ainsi assurer la fécondation et donc la reproduction des plantes à fleurs. En effet, cette fécondation donnera naissance à un fruit dont le noyau contient le matériel nécessaire à la naissance d'une nouvelle plante. Depuis la fin des années 90, on assiste à un drame des plus odieux. La baisse vertigineuse du nombre d'abeilles et la disparition de plusieurs colonies. Les apiculteurs déplorent une perte pouvant aller jusqu'à 30% de leur cheptel. Ce phénomène a un nom, le syndrome d'effondrement des colonies. Ici, nous découvrons les causes de cette disparition. Le génocide des abeilles est dû à une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier criminel mis en jeu dans ce génocide est une famille de pesticides distribués par des géants de l'industrie chimique, les néonicotinoïdes. Ces pesticides sont dits systémiques. Leurs principes actifs, une fois dispersés sur une plante, vont pénétrer dans l'ensemble de son système vasculaire et être disséminés dans l'intégralité de la plante, notamment dans son pollen. Une fois consommés, les molécules actives vont bloquer les récepteurs de l'acétylcholine, un neurotransmetteur ayant un rôle important dans l'apprentissage et la mémoire, mais aussi dans certaines fonctions motrices. Les abeilles seront donc désorientées, ne retrouveront pas le chemin de leur ruche et finiront par mourir paralysées. Un autre criminel mis en jeu dans le génocide des abeilles est le frelon asiatique. Cette espèce invasive fut importée en France vers la moitié des années 2000. En 2007, il a colonisé la quasi-totalité du territoire français, le nord de l'Espagne et du Portugal, et a été signalé en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Particulièrement friand de protéines, il se positionne en vol stationnaire à l'entrée des ruches pour capturer les abeilles, les décapiter et nourrir ses larves de leur thorax. Une petite poignée de frelons asiatiques peut venir à bout d'une ruche en quelques minutes. Un troisième criminel mis en cause dans la disparition des abeilles est un acarien parasite, le Varroa destructor. Ce parasite, également originaire d'Asie orientale, a proliféré sur l'abeille européenne lors d'une importation temporaire de celle-ci sur le territoire asiatique au début du XXe siècle pour booster la production de miel. Lors de son retour en Europe, elle revient avec le parasite qui se dissémine sur l'ensemble du territoire.
Le varroa va s'attaquer à l'abeille, quel que soit son rôle au sein de la ruche et donc quel que soit son âge. Il s'attaquera notamment aux larves dans les alvéoles. À l'instar des tiques, il s'accroche à sa proie, se nourrissant de son hémolymphe, l'équivalent de son sang, et va la priver de ses cellules sanguines et de ses protéines. Il va laisser une plaie ouverte, affaiblissant sa victime, qui développera des malformations ou qui deviendra alors plus vulnérable à des maladies opportunistes telles que notre 4e criminel mis en cause, la loque. Cette maladie affecte principalement la zone de la ruche où sont élevées les larves, le couvain, et est extrêmement contagieuse. Elle possède 2 déclinaisons, américaine et européenne. La loque américaine est due à une bactérie, Penibacillus larvae, qui va germer dans le tube digestif de la larve pour se disséminer dans l'ensemble de ses tissus via son sang et tuer la larve par septicémie. Cette bactérie est sporulente et va se disséminer très facilement dans l'ensemble du couvain. La loque européenne, moins grave mais tout aussi dévastatrice, est due à une bactérie non sporulente, Melisococcus plutonius. Cette bactérie est moins contagieuse, mais son mode d'action est similaire à sa cousine américaine. On peut également citer un champignon parasitaire microscopique, le Nosema serrane, qui augmente la vulnérabilité des abeilles aux pesticides. Enfin, le dérèglement climatique les pousse à sortir plus tôt de leur ruche. Elles peuvent alors subir des changements de température brutaux qui les rendent malades et les font mourir. Ces facteurs, combinés sur des populations d'abeilles, peuvent amener à une éventuelle disparition de l'espèce, ce qui aurait des conséquences désastreuses. Le service de pollinisation rendu par les abeilles a été estimé à 153 milliards d'euros. Une disparition de l'espèce induirait donc une hausse du coût de production des produits agricoles et donc une hausse des prix des denrées. L'accès à ces denrées se ferait donc de plus en plus difficilement pour les populations, notamment les plus pauvres, engendrant une crise alimentaire et sanitaire à l'échelle mondiale. Des études ont démontré notamment que les populations de la planète souffriraient de carences en vitamine A, causant des problèmes de cécité, des maladies cardiovasculaires, des diabètes et différents types de cancers. L'impact sur la biodiversité serait également considérable, puisque de nombreuses espèces de plantes à fleurs seraient vouées à disparaître. Certaines de ces problématiques, notamment la loque et le Nosema serrane, n'ont pas de solution directe si ce n'est la prévention. Mais heureusement, l'humanité dispose d'autres leviers d'action pour pallier ou pour stopper la disparition des abeilles. Pour lutter contre le frelon asiatique, divers moyens sont mis en place. On peut notamment citer les recherches de l'écomusée de Rennes Métropole qui cherche à reconstituer une espèce de poule, la poule de Janzé. Cette espèce est particulièrement friande de protéines et serait capable d'intercepter les frelons asiatiques en plein vol. Outre cette poule, de nombreux apiculteurs ont déjà encerclé leur ruche de poulailler, permettant d'assurer une défense contre les frelons. Aussi, des ingénieurs de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, ont mis en place une application mobile de sciences participatives, Agir, qui permet au grand public de signaler la présence du frelon asiatique et d'autres espèces invasives dans une région. L'utilisateur peut prendre une photo du frelon asiatique et remplir un court formulaire. Grâce à un système de reconnaissance d'images, le frelon asiatique peut être identifié dans une région. Cela assure un système de surveillance de son expansion et permet d'assurer une prévention contre ce prédateur. Aussi, dans le cas où notre abeille mellifère européenne venait à disparaître, on pourrait penser, comme cela a été fait au début du XXe siècle, à introduire une autre espèce d'abeille, Apis serrane, qui est capable de se défendre contre le frelon asiatique. En effet, en recouvrant un frelon et en battant des ailes, elles peuvent faire monter la température du frelon très rapidement jusqu'à 50 degrés, ce qui va avoir pour effet de l'étouffer. Cette espèce d'abeille est, de plus, moins sensible aux effets du varroa. Originaires du même lieu géographique que ce dernier, elles ont développé au fil des années une résistance aux effets de ce parasite. Par ailleurs, l'une des réponses de l'humanité face à un problème est bien sûr la technologie. De nombreuses entreprises travaillent déjà sur des projets de drones pollinisateurs. Dotés de petites brosses faites de crins de chevaux, ces drones frôlent les fleurs, se chargeant et déposant les grains de pollen de fleur en fleur, assurant la pollinisation. Ces processus sont déjà utilisés dans certaines plantations, notamment aux États-Unis, où les retours des agriculteurs sont excellents.
Certains rapporteraient même que les drones pollinisateurs seraient plus efficaces que les abeilles. Enfin, le principal incriminé dans ce processus, les néonicotinoïdes. Depuis leur mise sur le marché, ces pesticides ont longtemps été sujets d'énormes débats. Distribués par des géants de l'agrochimie, on peut parfaitement imaginer les pressions des lobbyistes exercées sur les gouvernements pour empêcher leur interdiction. Finalement, en avril 2018, la Commission européenne a adopté une loi interdisant 3 molécules actives néonicotinoïdes. La clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame. Cette loi est appliquée depuis le 1er septembre 2018 en France. Le gouvernement français est d'ailleurs allé beaucoup plus loin en interdisant en plus le thiaclopride et l'acétamipride. Cependant, des dérogations existent concernant des utilisations sous serre. Des campagnes de sensibilisation sont menées par des apiculteurs pour recommander aux agriculteurs de bannir ces utilisations de leurs pratiques. Néanmoins, le problème reste largement générationnel. Les anciennes générations d'agriculteurs ont ancré leurs habitudes d'utilisation des pesticides. Tant au niveau politique qu'au niveau de l'éducation, l'humanité reste décisionnaire sur le destin des abeilles comme sur son propre destin. Car comme l'aurait dit Albert Einstein, si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'en aurait plus que pour 4 années.